russe. La Russie jette de nouvelles forces dans la bataille. On va en parler dans un instant, avec notamment un nouvel équipement Terminator qui est déployé plus particulièrement ces dernières heures avec des conséquences sur le terrain. Nous allons retrouver notre envoyé spécial Florian Litzler. Nous allons entendre comment le président Zelensky prend acte de cette évolution. Un mot de commentaire d'abord général sur cette poussée russe que l'on observe depuis quelques heures de manière renforcée. Il est clair que là, on voit la traduction du changement stratégique russe. Il a fallu un certain temps pour que ça se mette en place. Il y a visiblement une meilleure coordination des efforts. Ils sont en train de faire une poussée vraiment très importante. Il y a une meilleure utilisation, me semble-t-il, de l'arme aérienne aussi. Non seulement d'ailleurs dans le Donbass, mais ailleurs. Malheureusement pour les Ukrainiens, parce que je pense que ça fait assez mal, même si on n'a pas l'information, mais on a quand même le sentiment que ça frappe aux bons endroits. Donc c'est le moment. On vit un moment charnière. On ne peut que souhaiter que les Ukrainiens résistent, mais les Russes avancent certes lentement, mais entre guillemets sûrement. Donc, et ils mettent toutes leurs forces dans la bataille. Vous avez cité des équipements modernes. Donc on voit qu'il n'y a plus de réserve maintenant. Ils sont totalement engagés dans l'action. Regardons cette note du renseignement britannique. Le renseignement britannique, avec sa part évidemment de propagande, mais enfin tout le monde fait de la propagande, suit jour par jour son analyse du terrain, et il parle notamment de ces Terminators. D'abord de cette ville de Severodonetsk qui est l'une des priorités tactiques immédiates, dit le renseignement britannique. Les forces russes ont intensifié leurs offensives, elles continueront probablement à le faire dans les jours à venir, car les offensives sur d'autres axes comme Izium sont au point mort. Et puis dans un deuxième temps donc, précision sur ce dispositif de tank appelé Terminator qui a probablement été déployé sur cet axe dans le cadre de l'offensive dans le Donbass. Cette arme précisément, quelle est son utilité ? Alors c'est un peu un blindé de nouvelle génération. C'est-à-dire que c'est un peu le couteau suisse, si je peux m'exprimer ainsi, des blindés. Il y a à la fois un canon classique de 30 mm, comme sur les avions de combat d'ailleurs, et puis des capacités de tirer des missiles anti-chars, des roquettes. Il y a aussi évidemment des mitraillettes, etc., des mitrailleuses de sabord. Mais surtout, il a un blindage de toute nouvelle génération, de dernière génération, qui est beaucoup plus résistant aux armes classiques anti-chars. Et il est fait pour combattre essentiellement en milieu urbain, c'est-à-dire qu'il est très souple d'emploi, il soutient les chars en quelque sorte, il les protège aussi. Et puis, il est armé par 5 personnes. Donc, on est vraiment dans le high-tech de l'armée russe. Maintenant, il semble qu'il n'en ait pas beaucoup, c'est ce que l'on souhaite tous, mais ils n'en auraient que quelques dizaines peut-être au maximum. Écoutez, la correspondance de notre envoyé spécial à Kramatorsk, Florian Litzler, témoigne de cette situation. Même à quelques kilomètres derrière le front, elle se ressent, cette pression. Alors pour être très concret, il y a eu moins de bombardements aujourd'hui qu'hier. Ça ne veut pas dire qu'il ne s'est rien passé. On a notamment vu de très nombreux blindés ukrainiens se déplacer en direction de l'Est vers le front. Nous étions dans la ville de Bakhmout et nous avons vu plusieurs chars d'assaut se faufiler en direction de l'Est, à une dizaine de kilomètres de là où les lignes russes se sont installées. Il y avait aussi de très nombreux canons d'artillerie dissimulés dans les haies, prêts à faire feu au cas où les Russes continueraient à vouloir avancer. Pour l'instant, aujourd'hui, ils ne semblent pas s'être emparés de villages supplémentaires, mais ils maintiennent la pression. On entend toujours quelques bombardements. La bataille, donc, ici, dans le Donbass, est loin d'être terminée. Christine Ockrent, vous suivez les dirigeants russes depuis longtemps. On verra tout à l'heure les images avec Gorbatchev déjà. Est-ce qu'on a sous-estimé, là, évidemment, il y a le courage extrême des Ukrainiens, mais est-ce qu'il y a aussi une forme d'autre résistance à la mort de leurs propres soldats, la violence qu'ils infligent, mais aussi la violence qu'ils subissent des Russes? Il y a surtout une dictature qui ne demande pas son avis à la population. Et il est intéressant d'apprendre, c'est très difficile à vérifier, mais de voir que quelques centres de conscription des soldats dans les régions reculées de la Russie ont été attaqués. Incendiés souvent. Et ce qui est très important aussi, c'est qu'il semblerait que parmi les conscrits, il y a énormément de représentants des minorités.
beaucoup moins de Russes, mais beaucoup de ces minorités tadjiques, tchétchènes évidemment, parce que là, il faut que M. Kadyrov, en Armani, en costume Armani, fasse son numéro. Mais c'est très intéressant de voir que ce sont les plus pauvres, les plus déshérités, ceux qui n'ont vraiment pas leur mot à dire, qui sont envoyés au combat. Les partisans de M. Navalny, l'opposant à Vladimir Poutine, on a souvent dit, attention, il y a des sondages qui sont sortis, qui ont montré quand même une grande partie de l'opinion russe, apparemment, ce que valent les sondages, mais qui suivraient Poutine. Mais ces dernières heures ont montré des images, notamment des concerts à Saint-Pétersbourg, où on crie à bas la guerre. Visiblement, il y a notamment dans la jeunesse des résistances à la guerre. Il y a des résistances. Il y a d'abord toute cette jeunesse urbaine qui est formée à Internet, qui est partie. Ils sont énormément nombreux, que ce soit à Istanbul, que ce soit en Arménie, que ce soit dans les pays baltes, tous ceux qui avaient les moyens de partir. Donc c'est aussi un pays qui est en train de se vider, d'une certaine manière, de cette élite-là. Mais il faut un courage extraordinaire pour aller protester contre la guerre. Quand on vous dit... il y a une répression. 15 ans de tôle, enfin je veux dire... C'est la nature même de ce régime et, il faut bien le dire aussi, hélas, une tradition à la fois de soumission et d'oppression. Ça a donné de magnifiques œuvres littéraires et musicales, mais c'est quand même le drame des Russes. On assiste à une escalade militaire localisée dans l'est du pays, localisée mais à très grande échelle cependant. Escalade économique, on va en parler, il y a des mouvements d'entraînement vers une forme de crise économique et puis politique. Le président Zelensky en prend acte, il dit oui, ce sera dur dans le Donbass. Écoutez-le. La situation dans le Donbass est extrêmement difficile. Comme les jours précédents, l'armée russe tente d'attaquer Sloviansk et Severodonetsk. Les forces armées ukrainiennes freinent cette offensive. Est-ce qu'il y a, général, une petite baisse de morale il y avait une forme de satisfaction ukrainienne de voir que l'armée russe avait subi tellement de pertes. Là, on sent que voilà, il y a un petit coup de mou, quoi. Alors, on est dans un moment charnière, là on est à 3 mois de combat, rendez-vous compte, les unités ukrainiennes qui sont sur place, pour la plupart, en œuvre depuis 2014. Ils ont beaucoup de courage, mais primo, ce qu'on peut souhaiter, c'est que les armes arrivent, les armes de l'Ouest arrivent, et évidemment, pour les Russes, ça constitue autant de cibles. Donc là, le combat aussi est difficile. Qu'est-ce qu'on sait de ça? Hier, le président Biden a signé 40 milliards d'aides. Il y a des informations contradictoires à ce sujet. Ceux qui vous disent oui, ça va relativement vite, surtout les Américains sont très rapides, et d'autres qui vous disent il y a de l'aide, par exemple, allemande. Personne ne sait très bien ces armes allemandes, si elles sont déjà arrivées, si elles le seront. Ben là, on ne peut qu'appliquer le bon sens, faute d'informations précises. Et d'ailleurs, il vaut mieux qu'on n'ait pas d'informations. Elle servirait trop aux Russes, évidemment. Mais le bon sens dit que ça doit être quand même difficile, quoi. Vous imaginez, il n'y a pas d'accès de la mer. Ça aurait été le plus pratique. Et ça empire avec Mariupol. Il n'y a pas d'accès aérien. Donc, tout ça se fait plus ou moins par la route, par la voie ferrée éventuellement. On a vu que les Russes attaquaient les voies ferrées. Donc, on est dans un moment difficile maintenant. Et puis ce flux, surtout, il faut l'entretenir. Parce qu'il ne suffit pas d'envoyer des équipements de première main, il faut derrière, évidemment, comme on l'a vu avec les Russes, des munitions, toute la logistique qui va avec. Mais c'est pour ça qu'il faut maintenir l'effort. Et c'est pour ça que l'effort américain, qui est remarquable, il est indispensable aussi. Parlons-en. On se demande beaucoup, et on va en parler, ce qu'il y a dans la tête de Vladimir Poutine en ce moment. Mais vous, Christine Ockrent, vous avez pratiqué notamment Joe Biden. Vous faites partie des gens qui l'ont rencontré à plusieurs reprises. Qu'est-ce qu'il y a dans la tête? Non, mais à l'époque, qu'est-ce qu'il y a dans la tête de Joe Biden? Est-ce qu'il saisit une occasion d'être plus actif? On disait qu'ils étaient plutôt dans une phase de retrait. Au contraire, là, on les sent plus offensifs. 53 milliards de dollars. Les 40 milliards signés avant-hier, 53 milliards de dollars. C'est gigantesque. Et le président Biden, qui a réactivé il y a quelques jours une loi mise en place par le président Roosevelt en 1941, de façon à pouvoir obtenir au plus vite l'accord du Congrès. Et il obtient l'accord. C'est à peu près le seul sujet sur lequel le Parti républicain et le Parti démocrate sont d'accord. Et donc, pour l'administration Biden, qui est quand même, il faut bien le dire, dans une très mauvaise passe, avec une inflation
à 8,7%. Donc les gens commencent quand même à rouspéter. Les midterms, c'est les élections de mi-mandat en novembre. Et donc oui, c'est manifestement d'abord un socle sur lequel il y a une unité. Moi, ce qui m'a frappé, j'étais aux États-Unis il y a quelques jours, c'est l'extraordinaire mobilisation des médias américains et de l'opinion publique. D'abord, il y a de fortes communautés ukrainiennes d'ancienne immigration aux États-Unis. Et puis, il y a une émotion réelle et un soutien à l'administration Biden en ce qui concerne l'Ukraine. Alors ça, c'est le côté américain. Côté russe, je rappelais tout à l'heure, vous aviez interviewé, j'ai encore cette image dans la rétine, Gorbatchev avec François Mitterrand, c'était en 89, c'était l'époque bénie où on se disait tout bouge, la démocratie va gagner partout, elle va se développer. Oui, enfin, on n'y était pas encore tout à fait. Pas tout à fait, mais enfin, ensuite, ça a été l'Empire craqué. Commençait à craquer, je m'en souviens fort bien, en Azerbaïdjan à ce moment-là. Qu'est-ce qui s'est passé entre cet immense espoir et cette direction russe d'aujourd'hui qui a un tel retour nationaliste? On sent qu'il y a une forme de rage nationaliste à Moscou. Eh bien, il y a l'arrivée au pouvoir dès 1999 d'un officier du KGB médiocrement noté, paraît-il, qui avait passé plusieurs années à Dresde, où il s'efforçait, il faisait un peu de contrebande quand même pour améliorer ses émoluments. Et puis, dès 2007, on ne l'a pas suffisamment écouté à ce moment-là, à la conférence de sécurité de Munich, il nous avertissait tous de la nécessité de revenir sur cet affront épouvantable infligé par l'histoire à la glorieuse Russie. Et est-ce que maintenant l'Europe réagit assez vite? Écoutez, le président Zelensky, il s'exprime à ce sujet. Lui voudrait que les choses aillent beaucoup plus vite et que dès maintenant l'Europe ouvre sa porte. Nous n'avons pas besoin d'alternative à la candidature et au statut du membre de l'Union européenne. Croyez-moi, ce ne sera pas un compromis avec l'Ukraine, ce sera encore un compromis avec la Fédération de Russie. Je suis persuadée qu'il s'agit de la pression des lobbyistes, des bureaucrates, des hommes politiques russes, la pression sur tel ou tel pays concernant leur soutien à l'Ukraine. Voilà le tempo ukrainien. À quoi répond le tempo européen? C'est Clément Beaune, le ministre renouvelé, le ministre délégué à l'Europe, qui s'exprime à ce sujet et qui donne le tempo européen. On dit que l'Union européenne va rentrer dans l'Ukraine va rentrer dans l'Union européenne. C'est pas l'inverse. Hein. Évidemment, dans 6 mois, 1 an ou 2 ans, on ment. Ça n'est pas vrai parce que rentrer dans l'Union européenne, c'est pour ça que ce projet est important, exigeant. Il faut, en termes on nous dit 15, économiques, 20, oui, peut-être 30 ans. c'est sans doute peut-être 15 ou 20 ans, peu importe, c'est long, c'est très long. Et en attendant, on doit aux Ukrainiens, c'est du plus, c'est pas du moins, un projet politique dans lequel ils peuvent rentrer. Christine Ockrent, franchise de Clément Beaune qui dit c'est pas vrai quand on dit c'est en 6 mois. Évidemment, pour les Ukrainiens, des années, c'est long. Bien sûr, c'est vrai. Et d'ailleurs, il faut rappeler que les pays des Balkans orientaux, ça fait 8 ans qu'ils sont à la porte, etc. Mais c'est la position française qui exprime très clairement, comme souvent d'ailleurs, Clément Beaune. Mais il faut bien voir que cela va créer au sein même de l'Union européenne une fracture. Pourquoi? Parce que les pays baltes en particulier et la Pologne, il fallait voir les embrassades. Le président polonais... Aujourd'hui même, le président Duda, qui est là-bas. Duda s'est adressé au Parlement ukrainien, quand on se souvient de l'histoire sanglante, difficile entre la Pologne et l'Ukraine, avec des frontières qui n'ont cessé de changer au fil de l'histoire. On va voir une fracture entre ceux qui voudront, qui diront il est impératif de faire entrer l'Ukraine très vite, et les pays beaucoup plus réticents. La France n'est pas la seule. On peut penser que l'Allemagne est déjà sur la même position, mais voilà, c'est pas la position de l'Europe. Hein. On va parler dans un instant. Oui, Général Palameros. Non, je suis complètement d'accord avec Christine. Il y a un risque effectivement de difficulté, au moins au sein de l'Europe sur ce sujet, mais
En fait, le vrai sujet, si on y réfléchit aujourd'hui, ça c'est très politique, la position elle est normale, la position de Zelensky, mais le vrai sujet, si vous voulez, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. C'est ce que va faire leur... Ça c'est les généraux français, ils citent du Cocteau, il n'y a que les généraux français qui citent du Cocteau. Non, mais c'est ce qu'il y a à faire maintenant. Donc les livraisons d'armes, bien sûr, on ne parle même pas des sanctions économiques, là je pense qu'il faut que l'Europe va se mettre d'accord, c'est pas possible autrement, mais surtout se préparer aux conséquences de la déstructuration de la société ukrainienne, de la guerre économique qui est menée, le blocus, et il commence à en parler, M. Zelensky, on en parlait il y a quelques semaines sur votre chaîne, le blocus est intolérable. Et les conséquences, il y a des millions de tonnes de blé qui attendent dans les ports. Avec des conséquences internationales. On va y venir dans un instant. Donc, le risque de crise économique mondiale. C'est là, à mon avis, que l'Union européenne doit faire face à ses vraies responsabilités. C'est comment elle se prépare à répondre à ce défi qui n'a rien de comparable pratiquement au XXIe siècle, certainement pas, et au XXe siècle, ça pourrait être discutable. Et est-ce qu'on est dans une guerre mondiale, Christine? On joue toujours avec les mots, mais est-ce que cette guerre, de fait, est devenue mondiale? L'ampleur de l'Ukraine, l'ampleur des conséquences, quand on parle de la crise alimentaire qui, depuis les ports d'Odessa et autres, affecte le monde entier. La guerre n'est pas mondiale, mais la crise économique majeure qui en résulte, oui, et qui frappe la Chine, qui est sûrement de plus en plus mal à l'aise vis-à-vis de ce temps long pour l'Ukraine et pour la Russie. La Chine qui était le partenaire économique très important de l'Ukraine et qui importait d'Ukraine beaucoup de ces céréales. Mais c'est effectivement toute la ceinture sud de la Méditerranée qui est menacée à court terme de famine. L'Égypte n'a qu'1 mois de réserve de blé. Et donc là, il y a une réunion de l'OMS, je crois, demain sur ce sujet. Et puis on voit chez nous les conséquences majeures en ce qui concerne... Monsieur Poutine, à mon avis, joue avec ça, parce que des réserves de blé, c'est pas ce qu'il lui manque. Je crois qu'il fait la meilleure année cette année de récolte. Donc on se demande un peu à quoi il joue, parce qu'il peut, potentiellement, il peut en exporter, pas en Europe, puisqu'on a mis des sanctions, mais aux autres pays. Donc... Est-ce qu'il joue pas aussi avec cette arme alimentaire quelque part dans sa, il est certain que sa guerre hybride? La Chine en importe davantage du blé russe, mais encore faut-il que les bateaux russes puissent passer. Or, ce n'est pas le cas. Merci Christine Ockrent, merci Jean-Paul Paloméros.